De retour dans cette émission spéciale consacrée au 26e sommet de l'Union africaine. Monsieur Cotro, notre invité député centrafricain, et Gracien Rokindikiza, notre éditorialiste, nous ont quittés. Ils ont cédé la place à Arnaud Ouenou, consultant. Monsieur Ouenou, bienvenue. Merci. Et Samuel Gabok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonjour. Alors, nous avons vu en direct d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, les discours de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, le discours également de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et de Mahmoud Abbas, le président de la Palestine. Monsieur Ouenou, nous en parlions en première partie de ce thème central autour duquel est articulé ce 26e sommet, les droits de l'homme sur le continent africain. Oui, je trouve que le thème central qui est à l'ordre du jour au 26e sommet de l'Union africaine, c'est un thème très très important pour l'Afrique, dans la mesure où, même s'il y a des avancées notables, les droits de l'homme en Afrique restent un problème sérieux, dans la mesure où il reste énormément de choses à faire, il reste énormément de chemin à parcourir dans ce domaine, notamment le droit de la femme qui est un sous-thème de ce sommet. Samuel, est-ce que vous pensez que ce sommet ne sera pas encore un sommet de grands discours On a très souvent parlé de cet éléphant qui a accouché d'une souris. Est-ce que ce sera le sommet des actions cette fois-ci ? Le sommet des actions, je ne sais pas, mais la tradition finalement, puisque le fonctionnement des institutions africaines globalement et les dysfonctionnements qu'on peut relever s'érigent de plus en plus en tradition. Est-ce que ce sera une rupture cette fois-ci ? Je ne sais pas. Tout dépend de la volonté des États. L'Union africaine fait déjà un travail sérieux et il faudrait que les États mettent en œuvre. Samuel, je vais être obligé de vous couper puisque Robert Mugabe, président du Zimbabwe, président en exercice de l'Union africaine, vient de se placer devant le micro. Il va tenir son discours. Je vous laisse donc en direct d'Addis Abeba. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Your Excellency, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Chairperson of the African Union Commission, Honorable Ministers, representatives of regional and international organizations, representatives of private sector institutions, distinguished delegates, and invited guests, ladies and gentlemen, comrades and friends. I take the floor after the representative of Palestine has made a speech, wailing speech, crying speech. A repeat of what has happened before. It happened last year, it happened the year before, it happened in 1963. The voice of Palestinians being expressed here, the cry of the Palestinians reaching our ears here. For how long are we going to listen to the leader of the PLO? When shall we ever listen to the president of the state of Palestine? When shall that ever come? Mr. Ban Ki-moon, you are leaving us before the settlement of the people of Palestine. They are not settled yet. They are in a state
which belongs, I don't know to whom, free. Some other people building homes in what is supposed to be their state. Almost every day, someone is killed or disturbed or arrested. All of us here are born out of the struggle for we were all once upon a time in colonies, all of us. I was just trying to turn over in my mind who of you an independent state to Addis Ababa. None. We were once, if not slaves, but servants of colonialized people, disadvantaged people. Today, yes, we may say, we are free, but our ancestors were not free. There are blacks across the Atlantic. There are others who lie deep down the sea. Skeletons have vanished. The oceans have worked on their skeletons. Our forefathers, as they were being dragged, going across. And across to a country where they labored, toiled, and died for. They are no better. There is Obama today, yes. What is he? What is he? A voice is made to speak their language, to act their act. And not our act, but their act. They are still superiors. The blacks go to Harlem when you're in New York, you shed tears. Today, no health for all. Blacks in the streets. And nobody seems to talk about it. But they instead still want to talk about us. They are everywhere in Africa. If not physically, but through NGOs, through spies, through pretenders who
come to us and say they are here in Africa to assist us. Nous venons d'assister au discours de Robert Mugabe qui assure depuis janvier 2015 la présidence tournante de l'Union africaine. Peut-être, Samuel, revenir sur l'allocution du président palestinien Mahmoud Abbas. On connaît les liens historiques qui unissent l'Union africaine et la Palestine. Le discours de Mahmoud Abbas en est bien évidemment la preuve. L'UA a toujours soutenu la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967. Et comme à son habitude, ce 26e sommet devrait aboutir à l'adoption d'une résolution en ce sens. Oui, je pense qu'il est cohérent et il essaye de raviver à chaque fois la coopération entre les États africains, entre l'Union africaine et la Palestine. C'est un travail diplomatique qui est fait. Il faut être présent. C'est une diplomatie de présence. Il faut être partout où les cercles diplomatiques se rencontrent pour débattre des questions importantes, notamment sur le continent, et apporter sa voix, renouveler la confiance que les Africains lui ont toujours apportée à son peuple et redire à chaque fois la gratitude que le peuple palestinien peut avoir à l'adresse des peuples africains. Donc c'est une tradition diplomatique qui voudrait qu'à chaque fois qu'il y a un sommet important sur le continent, que la Palestine vienne marquer sa présence et montrer aux yeux du monde qu'il y a une synergie entre les Africains et la Palestine. Et donc, je viens de le dire, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a été la première à prendre la parole à la tribune de l'Union africaine. Voilà un extrait de son discours qui a été traduit. Je vous laisse l'écouter. During 2016, we celebrate the Year of Human Rights with particular focus on the rights of women and girls. En 2016, nous célébrons l'année des droits humains avec une attention particulière aux droits des femmes et des filles. Nous devons prendre en compte le changement. Nous devons également continuer de placer nos populations et leurs droits humains au centre de l'agenda 2063. Cela inclut le droit à nos populations d'avoir accès à l'éducation, à la nutrition, à la santé, à la sécurité et à de bonnes conditions sanitaires, à l'emploi, à l'énergie, à la paix et à un environnement sûr, mais aussi à une vie sans extrémisme. Et c'est grâce à tout cela que nos populations atteindront leur potentiel optimal. De plus, le droit aux associations, la liberté de parole, la liberté des médias et la protection à toute discrimination dans n'importe quel pays. Nous faisons des progrès dans ces domaines, mais pas assez vite. Nous devons utiliser l'année 2016 comme une plateforme pour avancer dans tous les domaines des droits humains pour tous les habitants de notre continent, dans toute leur diversité, et travailler ensemble pour créer l'Afrique que nous souhaitons. Of our continent in their full diversity as we work together to create the Africa we want. Ouenou Nkosazana Dlamini Zuma présente l'année 2016 comme un tremplin pour le continent africain, un tremplin pour un développement plus rapide, notamment au niveau du droit des femmes et du droit à l'éducation pour tous. Je pense que c'est de bon augure que Madame Zuma présente le thème central de ce sommet-là sous l'angle des droits humains, notamment le droit de la femme. Parce que malheureusement, sur le continent africain, on est encore à déplorer la violence faite aux personnes en général, et notamment les femmes, les violences policières, les violences dans les processus électoraux sur le continent, ça reste encore très prégnant et on voit de plus en plus dans les différents pays africains. J'en veux pour preuve encore ce qui se passe actuellement au Burundi, et qu'on en arrive encore au XXIe siècle, en 2016, à assister à ces genres de violences faites aux personnes et des disparitions des opposants ou des populations qu'on n'en arrive pas à expliquer encore sur le continent africain. Je pense que là-dessus, il reste beaucoup de choses à faire. Et je suis d'accord avec Madame Zuma, et j'espère que en 2016, ces vœux, ces souhaits ne resteront pas des vœux pieux pour l'Afrique.
Samuel, on peut y croire que 2016 serait une année charnière pour le continent africain? Moi, je veux y croire et je suis en parfaite harmonie avec ce qui a été développé par la présidente de la Commission de l'Union africaine. Mon problème, c'est au niveau de la cohérence entre les directives prononcées par l'Union africaine et l'appropriation de ces directives au niveau des États. S'il y avait au moins une continuité, ça aurait été une bonne chose. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, qu'on puisse avoir la possibilité d'établir le bilan sur ce qui a été fait. Si la directive, si le thème central de 2016, ce sont les droits de l'homme, il faudrait voir au niveau des États, comment les choix politiques au niveau gouvernemental ont été orientés. Est-ce qu'il y a parmi les axes gouvernementaux pour 2016 cette préoccupation particulière? C'est à ce niveau que se pose le problème. C'est bien de se retrouver au sommet de l'Union africaine alors que des fonctionnaires de l'Union africaine travaillent jour et nuit pour préparer les rapports sur les activités fournies par l'Union africaine tout au long de l'année, mais que ce travail ne puisse pas servir de façon conséquente à la direction des États. C'est à ce niveau que se pose le problème. Il faudrait peut-être que, avant d'arriver à élaborer, à décider d'une thématique au niveau continental pour une année, il faudrait des concertations au préalable et qu'une diplomatie de sous-table soit menée pour que, à la fin d'un exercice budgétaire, que pendant que les gouvernements préparent à orienter et à décider des axes gouvernementaux pour l'année budgétaire qui suit, que ces préoccupations soient intégrées dans les priorités gouvernementales. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Et il n'y a pas de point focal au niveau des gouvernements pour que l'Union africaine puisse avoir des interlocuteurs crédibles pour voir, à partir des orientations qui ont été fixées au sommet de l'Union africaine, la matérialisation de ces décisions au niveau national. Et c'est à ce niveau que se posent de sérieux problèmes de cohérence entre la volonté de l'Union africaine d'aller plus loin et le retard et l'inertie des États. On revoit là le président Mugabe dans une démonstration spectacle, ce qu'il sait faire de mieux depuis toujours. On lui connaît ses excentricités. C'est bien dommage que dans une enceinte comme la salle de conférence de l'Union africaine, on en est encore à applaudir Mugabe, cette ovation, parce que Mugabe passe son temps à tirer à boulet rouge sur les Occidentaux en général, et à revenir sur les thèmes, je dirais, un peu désuets, le colonialisme, l'indépendance, sans se référer lui-même, Mugabe, en question, sur ce qui se passe ou tout ce qu'il orchestre dans son pays, le Zimbabwe. Je ne vois pas quelle leçon Mugabe veut donner à la communauté internationale avec violation massive des droits de l'homme dans son pays. Mugabe qui arme ses partisans à tirer sur sa population, qui a muselé son opposition. La presse n'a pas voix au chapitre. Donc je ne vois pas, on vient d'assister tristement encore à une sortie spectacle de Mugabe en fin de mandat à la tête de l'Union africaine. Samuel, vous partagez cette analyse de M. Oueno, cette ovation, vous dérange-t-elle? Bon, cette ovation, à titre personnel, ne me dérange pas. Simplement, je pense que le temps est très compté et que sur quelques heures de concertation, qu'on prenne des discours aussi fleuves pour ponctuer à la fois des choses intéressantes aux références historiques qui sont déjà connues par tout le monde. Et ce qui n'est pas d'ailleurs étonnant, c'est de voir les acclamations les applaudissements qui s'en suivent. On voit très bien que les Africains aiment à chaque fois quand on tire à boulet rouge sur les Occidentaux, et je ne pense pas que ce soit la solution. Il faudrait peut-être, quand on se retrouve dans de pareilles circonstances, réfléchir sur les problématiques majeures, c'est-à-dire la préoccupation que l'Union africaine
a pu définir pour cette année 2016 et pour l'avenir. Il y a l'agenda 2063 qui doit être mis en œuvre. Il y a les droits de l'homme qu'on doit protéger. Il faut faire un bilan sur ces questions. Il faut apporter peut-être, il aurait pu apporter une déclaration sur l'état des droits de l'homme dans son pays ou des initiatives reconnaissant peut-être quelques faillites, mais des initiatives qu'il compte prendre pour le temps qui lui reste à la tête de son pays, ou alors les conseils qu'il peut donner partant de l'expérience, de son expérience, lui en tant que chef d'État. Je pense que c'est sur de tels discours qu'on peut faire avancer les choses et non pas sur des discours de 1960, 1970. Et la littérature africaine est très abondante sur cette question et c'est comme si on n'arrivait pas à réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'on publie des bouquins tous les jours en reprenant... S'il y a trop déterré le passé, voilà, on n'avançait pas. En reprenant les mêmes phrases, en reprenant les mêmes idées, en redisant exactement la même chose sous des formes totalement différentes et on est fier d'avoir produit quelque chose alors qu'on a des problèmes qui ont besoin de solutions techniques et au lieu de réfléchir technique sur ces questions, à quoi servent donc les rapports qui ont été produits par les comités techniques spécialisés, par les sous-comités. Il y a des orientations qui sont mentionnées dans ces comités, dans ces rapports. Aucune déclaration sur ces principales initiatives. Madame Zuma a donné le cap pour les années à venir et elle s'accroche sur l'agenda 2063. C'est son bébé à elle. C'est elle qui a au moins entamé une réflexion prospective à l'Union africaine et au niveau même du continent. Personne avant elle n'a eu la possibilité de le faire. Et au lieu de se concentrer sur les objectifs qu'elle se fixe dans le cadre de cet agenda, les gens perdent le temps à venir raconter encore en se référant à l'histoire, on lui reconnaît effectivement ce talent oratoire. C'est un très grand tribun. Il a ce talent oratoire qui est formidable. Il peut maintenir des gens pendant des heures et des heures à raconter des choses qui ne sont pas dénuées de sens, mais qui n'ont peut-être pas leur place par rapport à l'urgence. Monsieur Ouenou ? Je pense qu'il y a quelque chose de curieux qui se passe quand même à chaque fois au sommet de l'Union africaine. C'est... Au lieu, allons un peu dans le sens de M. Samuel, au lieu de faire le bilan, Robert Mugabe, le président Mugabe, peut, à la place de ce discours enflammant qu'il vient de faire, nous faire le bilan à lui de son année à la tête de l'Union africaine. Il dit, en un an, pendant que j'étais président de l'Union africaine, on a fait, avec mon équipe, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Parce qu'à chaque sommet, il y a un thème. Sur le thème qui était le sien, enfin du moins pendant l'exercice de son mandat, qu'est-ce qu'il a fait ? D'où il est parti ? Où est-ce qu'il en est ? Enfin du moins en passant le témoin. Il n'y a rien. C'est comme si, bon, écoutez, j'ai été là pendant un an. Aujourd'hui, je viens vous enflammer la foule, faire un discours qui n'a plus de sens, vu l'urgence de la situation africaine à tous les niveaux. Droits de l'homme, la sécurité et la pauvreté. Il n'en est rien. Il a juste passé le temps à taper sur les Occidentaux. Qui, pour ma part, s'il n'y avait pas ces Occidentaux, du moins, s'il n'y avait pas la contribution de ces Occidentaux, je ne pense pas qu'il soit capable d'être dans cette enceinte en train de faire un discours comme celui-là. De quoi l'Afrique est capable de faire. Pendant que lui, il est président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il faut qu'il fasse d'abord un retour sur soi, dire qu'est-ce que nous on a pu faire avant de pouvoir mettre les autres en cause. Je pense malheureusement qu'on n'a pas le temps de faire ce genre de bilan, de faire ce genre de statistiques, mais qu'on rentre dans des dérives, dans des discours fleuves qui, à la limite, ennuyeux, qui n'apportent rien pratiquement à des sommets comme celui-là, des sommets quand même très important pour l'Afrique, pour définir les nouvelles stratégies, des nouvelles approches, pour mettre en place un gouvernail, un cap vers lequel tout le monde ensemble devrait quand même aller, mais rien. On est là à écouter des discours très très longs qui, à la fin, n'apportent rien selon vous.
à mon avis. Et vous parlez de statistiques, Monsieur Eunou. Moi, j'en ai quelques-unes à date de 2013, mais elles sont quand même fiables. Sur les 54 pays membres de l'Union africaine, seuls 17 étaient à jour au niveau de leur contribution financière. 17 sur 54. Parmi ces 17 pays, on peut citer l'Algérie, le Gabon, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire ou encore le Rwanda. Et quelque chose de très étonnant, les deux premières puissances du continent, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria, au 31 décembre 2012, n'avaient pas payé leur cotisation à l'Union africaine. Samuel, c'est assez surprenant, mais je pourrais même dire décevant. Oui, cela participe des querelles de leadership entre les deux géants. On sait très bien les querelles qu'il y a entre le Nigeria et l'Afrique du Sud au sommet de l'Union africaine. Et bon, c'est peut-être un des facteurs explicatifs, ce n'est peut-être pas le plus pertinent, mais c'est un des éléments qui concourent à cette inertie. Ce qu'il faut relever et préciser davantage, c'est de voir que quand on critique les Occidentaux et les Européens en particulier, on oublie que s'il y a des sommets à l'Union africaine, si l'Union africaine existe, c'est grâce aux contributions et aux aides financières des pays européens, des partenaires. Le siège qui a été construit, les 54 États africains n'ont même pas été incapables de se doter un édifice aussi important avec une valeur symbolique et historique que les Africains pourraient garder à l'esprit pendant des siècles. Ils ont laissé l'occasion aux partenaires extérieurs de construire le siège, le bastion du panafricanisme. Et on n'est pas sérieux du tout. C'est bien de venir dire des choses sur les autres, mais essayons d'abord d'être sérieux sur les problèmes auxquels nous-mêmes nous faisons face. Essayons d'apporter des solutions à cela. Pour revenir aux discours qui ont été prononcés de part et d'autre, moi je n'évalue plus les discours. Ce qui est important d'évaluer aujourd'hui, et quand on a les statistiques, on évalue en termes de réduction de la pauvreté, on évalue en termes d'investissement. Qu'est-ce qui a été fourni sur le plan des investissements productifs pour réduire le taux de chômage, qu'est-ce qui a été investi sur le plan productif pour réduire les inégalités sociales. C'est ça qu'on observe. Ici, on doit faire une communication ou présenter une communication gouvernementale ou institutionnelle ou panafricaine sur l'évolution du continent, on doit ramener de tels indicateurs. On ne doit pas venir à chaque fois se fixer des objectifs, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, alors qu'on n'a même pas encore entamé les vrais problèmes. Ce 26e sommet, c'est le thème des droits humains qui en a été la thématique centrale. Mais il y a aussi un thème qu'on ne peut pas oublier, un thème qui fait partie du plus grand défi auquel l'Afrique est confrontée actuellement. C'est bien évidemment le terrorisme et les différentes crises politiques qui se succèdent, des crises politiques qui ont mené à l'instabilité sécuritaire. Et cette instabilité, c'est ce qui freine aujourd'hui considérablement le développement économique et social de notre continent. Les politiques nationales, régionales et continentales sont-elles à la hauteur du défi? Quelle peut être la marge de manœuvre de l'Union africaine pour éradiquer tous ces fléaux? Élément de réponse avec ce sujet de Birama Saounera. Les questions de sécurité représentent une urgence sur le continent africain. Face aux révoltes armées et d'autres types de conflits, l'Afrique s'est engagée à sécuriser par elle-même ses citoyens depuis plusieurs décennies. L'insécurité est encore d'actualité. Les attaques terroristes deviennent de plus en plus fréquentes avec des bilans effroyables. Une situation qui suscite de l'indignation et de la désolation chez les populations dans plusieurs pays du continent. Pour certains dirigeants, la réponse à ces fléaux doit être commune. Nous devons être intolérants face au terrorisme, dans un premier temps, parce que le terrorisme que nous vivons est un terrorisme effectivement très diffus et qui se déplace d'un pays à un autre et qui ne se sent en sécurité que dans des zones d'insécurité. En Afrique, malgré les nombreux sommets de chefs d'État et autres rencontres consacrées à la lutte contre le terrorisme, les insuffisances sécuritaires persistent. Les groupes terroristes continuent de menacer la sécurité des pays en provoquant la fuite des populations civiles. Au moment où les défis de l'action terroriste deviennent de plus en plus importants, les moyens pour une politique antiterroriste efficace et durable font toujours défaut. Nous devons donc combattre ce phénomène avec toute la rigueur requise, au risque de voir tous les progrès réalisés tomber à l'eau. Ce qui exige de nos États
une forte mobilisation des ressources et une mutualisation des efforts. Sur le continent africain, l'instabilité politique et sécuritaire a aussi favorisé une circulation illégale d'armes légères, lourdes et surtout des guerres le long de la bande sahélo-saharienne. Dans certaines régions du continent, les élections sont devenues source d'instabilité. L'élection marque souvent le début de la crise. Donc ceux qui sont au pouvoir veulent s'y agripper et veulent utiliser l'élection comme mécanisme de légitimation du pouvoir en place. Ceux qui sont en face estiment que c'est de la mascarade. C'est cet état qui fait que les élections sont des mécanismes qui, la plupart du temps, deviennent source de conflits et de division du pays. Maintenant, l'Union africaine, pour anticiper, doit veiller à ce que les élections se déroulent normalement, que toutes les conditions soient réunies pour que les résultats ne soient pas contestés. Mais ça, pour le faire, il faut venir dans le pays et mois à l'avant pour superviser tout le processus et essayer de créer un consensus entre les différents acteurs. Aujourd'hui, l'instabilité politique et le développement des organisations terroristes et criminelles deviennent des problèmes de plus en plus urgents à résoudre sur le continent africain. Depuis 2002, des centaines d'attentats ont eu lieu en Afrique. La liste des exactions commises par les islamistes sur le continent africain n'est pas exhaustive. Certains pays sont régulièrement touchés et peinent à éradiquer le phénomène. Aujourd'hui, les autorités du continent prônent des mécanismes adéquats pour éradiquer le fléau du terrorisme. Reste à savoir si les moyens qui seront mis en place suffiront à venir à bout du terrorisme sur le continent africain afin d'asseoir une véritable paix, gage du développement durable.